Voilà, moi, super, je prends la parole très rapidement aux côtés de Sita, simplement pour vous donner quelques éléments de contexte. Donc, je me présente, Déborah Seven, je suis présidente de la JPJA. Et on voulait simplement vous dire que ce webinaire s'intègre dans un cycle de webinaires. Le premier que l'on organise est celui que l'on va mener aujourd'hui ensemble et que l'on a construit avec l'Amphipa. Simplement redire aussi à nos collègues de l'Amphipa qu'on est vraiment très très heureux à la JPJA du partenariat qu'on a lancé, de la convention qu'on a pu écrire ensemble. Et effectivement, ce premier webinaire donne un peu le sens dans lequel on a construit la convention. L'idée est de pouvoir dire quelque chose en pratique de la collaboration, de la coopération, de l'interdisciplinarité que l'on projette dans l'évolution des pratiques de soins en santé mentale et en psychiatrie. Et le webinaire est vraiment l'occasion de pouvoir donner des exemples de terrain, des exemples pratiques. Donc vous allez voir tout au long du programme le sens que l'on souhaite donner à cette coopération sur le terrain, sachant qu'il ne s'agit pas du tout d'uniformiser ou d'harmoniser plus que de souhait, mais on sait que les contextes locaux, en fonction des territoires, sont très différents et que justement la coopération entre jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, mais médecins généralistes, psychiatres et IPA peut prendre des formes différentes selon les contextes et les environnements de travail. Et l'idée était voilà, déjà de pouvoir en dire quelque chose, de s'en dire quelque chose, et puis de commencer à parler des expériences qui se sont lancées autour de la coopération entre ces deux métiers et compétences. Donc voilà, simplement un grand bienvenue à tout le monde. Et Sita, je te passe la parole pour l'Amphipa. Oui, bonjour à tous, merci Déborah. Donc oui, Sita Gaku, donc je suis infirmière pratique avancée et je suis aussi secrétaire adjointe de l'Amphipa. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 1 an qu'on collabore avec l'association JPJA. Donc nous sommes aussi très heureuses de cette collaboration. Je dis heureuse parce qu'on est une grosse majorité de femmes. Voilà. Donc, c'était une envie en fait qu'on avait au sein de l'association Amphipa de collaborer avec de jeunes psychiatres et addictologues dynamiques et motivés. Et c'est vrai qu'on s'est rapprochés lors des assises de la psychiatrie. Là, je fais un petit clin d'œil à Marie-Astrid pour justement mettre en place ce partenariat avec l'association AJPGA. Donc, merci à vous. Donc, c'est le premier webinaire. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Voilà. Ok, Déborah, je te laisse peut-être nous donner les règles de ce webinaire, simplement pour les participants aussi qui nous écoutent. Oui, tout à fait, merci Marine. Simplement qu'on se donne des règles pour que le webinaire se déroule du mieux possible. Donc vous voyez à l'écran les différentes personnes qui vont prendre la parole durant le webinaire. De votre côté, les participants, vous n'avez pas les caméras activées, vous n'avez pas les micros activés non plus. Et du coup, on vous invite à pouvoir poser toutes vos questions, l'ensemble des questions que vous souhaitez nous poser à l'ensemble des panélistes, mais également à tout le monde dans le fil de discussion. Donc, vous pouvez utiliser ce fil-là pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on va se garder un temps à la fin de 10 minutes pour pouvoir y répondre et que vous puissiez interagir avec chacun des panélistes. Donc, simplement, quand vous ouvrez le fil de discussion, vous avez la possibilité de choisir, adresser ma question à tout le monde ou les panélistes. N'hésitez pas à cocher tout le monde pour que l'ensemble des personnes qui suivent le webinaire puissent voir vos questions, potentiellement y répondre et que du coup, on ait un fil de discussion dynamique. De notre côté, on va lister l'ensemble des questions que vous allez poser et on se permettra de les poser aux panélistes sur les 10 dernières minutes qui permettront d'avoir des échanges avec vous. Voilà pour les règles. Ok, merci. Donc, moi, je suis Marine Lardino, je suis la vice-présidente de la JPJA. Je vais passer la parole entre les différents intervenants pendant ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Ludivine. Je propose que chacun se présente soi-même en prenant la parole. Voilà, Ludivine, du coup, je te laisse. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Donc, moi, je suis Ludivine Vidlou. Je suis la présidente de l'Amphipa. Je suis très contente de ce partenariat, de voir qu'il y a déjà 30 personnes de connectées. Pour un premier, c'est très bien. Et ça montre le dynamisme du monde de la psychiatrie. Ça, j'en suis sûre, mais c'est une preuve de plus. On m'a demandé d'avoir 5 minutes pour vous présenter l'association. Donc, on va être efficace. L'association, elle a été créée en 2019. Elle est née de l'Amphid, qui est l'Association nationale française des infirmiers et infirmières diplômés d'État.
Et donc, on a des objectifs, des projets qui sont de promouvoir la qualité des soins des IPA, de contribuer au développement, de générer de la visibilité, de prendre des positions également quand c'est nécessaire sur certaines activités. Et donc, pour ça, on est structuré de manière très classique, la loi 1901 pour les associations, avec un bureau, un conseil d'administration, et ensuite, on a des collèges par mention. Donc, toutes les mentions ont leur collège avec leurs référents, et dans chaque collège, il y a des projets. Tout le monde peut être force de proposition, et à partir du moment où vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Et puis ensuite, on a des activités multiples. Donc, on a l'association a un rôle aussi politique. On nous demande, là, par exemple, l'actualité, c'est la loi RIT, ça ne vous a pas échappé. Donc, on a été auditionné à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et puis après, au sein de l'association, on a mis en place plein d'activités qui sont sous forme de webinaires, par exemple, dans nombreuses mentions maintenant. Toutes les mentions le proposent. Le collège universitaire, lui, va plutôt se rapprocher des universités. On a lancé là, les universités vont recevoir là dans la semaine le challenge universitaire pour que les étudiants puissent, les universités vont choisir les meilleures mémoires ou les meilleurs posters. Il va y avoir un comité scientifique de sélection et un trophée avec une récompense qui générera peut-être la publication dans la revue Soins, par exemple, avec qui on est partenaire et pour qui dans chaque revue Soins, on a un article qui est déposé via l'Amphipa. Les autres activités de l'association, c'est la mise en place d'un comité scientifique. Les objectifs sont nombreux, c'est aider les étudiants, par exemple, dans leurs travaux de recherche, avoir des ressources. Donc, on a un comité avec une personne en thèse ou des enseignants, et puis ça va se développer. On souhaite que ce soit multidisciplinaire, le comité scientifique, donc c'est en train de s'installer. On a également lancé les universités d'été l'année dernière, donc c'est une grande majorité des universités françaises. Là, cette année, la date, je vais vous la redonner, c'est le 5 juin à Poitiers. Et donc, c'est vraiment à destination des enseignants, des étudiants, avec un programme qui n'a pas le même contenu que les GNIPA de fin d'année, notre congrès national. Les universités, c'est vraiment pour les étudiants sur la pédagogie, sur des modes d'enseignement, c'est varié. Et donc, je vous parlais de la GNIPA. Tous les ans, on sera à la 7e année en décembre 2023. Et donc, elle aura lieu normalement début décembre 2023. Que vous dire d'autre? Vous voyez, ça déborde, donc on a besoin de bras, d'idées, d'énergie en plus, de volontaires. Donc, rejoignez l'association via le site internet. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et puis, voilà, on sera à vos écoutes. Mais voilà, en 5 minutes, je pense avoir balayé un peu très vite les activités. Mais merci encore pour cette belle collaboration qui s'installe. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup Ludivine. Je laisse la parole maintenant à Mirella. Donc Mirella, je te laisse te présenter et puis introduire un peu ton propos. Mirella, excuse-moi, je prends juste 2 petites secondes simplement pour informer les participants que si vous voulez poser des questions, effectivement, on s'est rendu compte que le fil de discussion était réservé plutôt aux panélistes. Par contre, vous avez un petit onglet QR ou QA qui, pour le coup, est ouvert à tout le monde. Si vous utilisez ce fil-là et que vous posez vos questions, tous les participants et tous les panélistes peuvent le voir. Voilà, petit rectificatif. Désolée, Mirella, je t'en prie. Pas de problème. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mirella Vlasi, je suis infirmière en pratique avancée. Je travaille en pédopsychiatrie et là, aujourd'hui, je vais notamment parler en termes de référent du collège PSM. Ludivine, elle a présenté notre organisation dans l'association. Et bien sûr, il y a collège psychiatrie et santé mentale. Et je suis référente avec Aude, qui n'a pas pu être malheureusement aujourd'hui là, mais voilà. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la pratique avancée en général. Je vais commencer par parler rapidement de ce concept qui est apparu pour la première fois aux États-Unis. Il a été lié dans un premier temps à diverses spécialisations comme infirmier anesthésiste ou infirmier sage-femme.
Au Canada, il a émergé rapidement 2 profils avec des fonctions distinctes et complémentaires, des caractéristiques propres et communes, c'est-à-dire l'infirmière clinicienne spécialisée et l'infirmière praticienne spécialisée, ce qui constitue le 2 rôles de l'infirmier en pratique avancée en France. Donc, notre rôle IPA est une sorte d'hybridation entre ces 2 rôles. Aujourd'hui, dans plus de 60 pays dans le monde, ont implanté ce rôle de pratique avancée et chaque pays a défini et implanté ce rôle en fonction de ses besoins. En 2010, un rapport publié par l'OCDE auprès des 12 pays développés qui ont mis en place la pratique avancée infirmière a montré ce rapport que l'intérêt des soins coordonnés par les IPA ont été vraiment dans l'amélioration des résultats biomédicaux, une satisfaction accrue de patients, une meilleure circulation de l'information avec un travail pluridisciplinaire renforcé et optimisé. En 2002, le Conseil international des infirmiers propose une définition consensuelle afin de réguler les pratiques et d'établir des recommandations en mettant l'accent sur l'acquisition des connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaires à la prise de décisions complexes ainsi que les compétences cliniques indispensables. Une formation de base niveau master est recommandée, ce qui a été retenu en France pour notre formation IPA. Cette définition très large peut être complétée par la définition de Anne Lambrick et ses collègues. Pour eux, c'est une pratique centrée sur le patient en utilisant un éventail des compétences. Parmi les 6 compétences que vous voyez, il y a la compétence clinique et la collaboration qui sont définies comme centrales et pour la pratique avancée, le leadership, l'éthique, la recherche et l'enseignement complètent cet éventail. La pratique avancée est introduite en France par la loi de modernisation du système de santé en janvier 2016. Les premiers décrets d'application qui encadrent cet exercice sont sortis en 2018 pour les pathologies chroniques stabilisées, la néphrologie, l'oncologie. Pour nous, la psychiatrie et la santé mentale, le décret est sorti un an plus tard, en 2019. Et l'année dernière, il y a la mention urgence qui est sortie. En psychiatrie, l'exercice des IPA, il est possible auprès des différentes populations, un peu de psychiatrie auprès des enfants, psychiatrie adulte ou bien sûr dans la psychiatrie du sujet âgé. Nous pouvons exercer dans différents secteurs, autant dans des services médicaux que des services médico-sociaux, dans des services intra-hospitaliers ou en ambulatoire, unités d'évaluation et diagnostic, des CMP, CMPP, ou des unités de réhabilitation psychosociale, plus récemment dans les maisons de santé et nous espérons bientôt en libéral. Dans les missions qui sont définies pour les IPA en psychiatrie santé mentale, comme décrite par Anne Lambrick, nous avons bien sûr tout d'abord la clinique. Et voici quelques-unes des activités. Il y a bien sûr l'anamnèse, l'examen clinique avec l'interprétation des données, estimer le degré d'urgence pour les différentes situations, ainsi que l'évaluation de l'adhésion aux soins et de l'observance. La prescription fait bien sûr partie de cette compétence l'IPA pouvant reconduire les traitements initiés par le médecin, mais elle peut également prescrire des examens complémentaires ainsi que des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale. Je vais passer aux missions un peu d'enseignement, recherche, formation. Donc, là, nous avons aussi un peu essayé de détailler, bien sûr, quand nous intervenons dans les différents enseignements universitaires pour la formation IPA, mais également pour la formation infirmière ou pour d'autres professions, ainsi que nous avons des actions de formation continue que nous portons aujourd'hui. Vous pouvez également retrouver la promotion de la recherche, ainsi que la promotion de recommandations de bonnes pratiques par l'HAS ou des veilles documentaires. Le positionnement éthique, la promotion de savoir-faire et des savoirs, tout court, participer à la mise en place des nouveaux outils ainsi que de projets sont également des missions que nous, aujourd'hui, nous pouvons porter. Dans le parcours patient, le rôle d'une IPA sera de participer, de par ses compétences, à proposer un parcours de soins le plus approprié
en évaluant les besoins les difficultés rencontrées. Tout ce travail est fait bien sûr en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, l'IPA étant un maillon de la chaîne. Je vais faire un petit aparté pour la collaboration avec la cadre de santé et bien sûr avec le médecin. Donc, pour illustrer cette collaboration avec la cadre de santé, je vais prendre un exemple sur une de mes activités avec la mise en place d'un projet d'éducation thérapeutique. Dans le service où je travaille, il y a un programme DTP qui a été écrit pour mieux accompagner les enfants et les familles qui sont suivis, un projet soutenu par la chef de service. Ce programme a été écrit avec la cadre de santé en collaboration avec une partie de l'équipe, notamment avec les infirmiers, en sachant que chez nous, un peu de psychiatrie, nous ne sommes pas à 50-50 entre les infirmiers et éducateurs dans une équipe, mais nous ne sommes pas loin. En fait. On est vraiment à peu près le même nombre d'infirmiers que d'éducateurs. Mais des difficultés de mise en place et même pour tester la faisabilité du programme ont été rapidement rencontrées par la cadre. Et la cadre n'a pas réussi, elle a dû mettre vraiment en attente l'implantation de ce programme. Après, il y a eu mon recrutement dans cette unité et j'ai une expertise en éducation thérapeutique, ce qui a permis de relancer le programme. C'était une des missions pour laquelle j'étais recrutée. Ma collaboration avec la cadre de santé a permis de pouvoir identifier les compétences de chaque membre de l'équipe avec la mise en place des formations d'éducation thérapeutique pour l'ensemble de personnes le souhaitant. Je les accompagne, notamment les nouveaux formés, pour intégrer le programme, mais aussi pour trouver une autonomie rapide par rapport à ce programme. L'objectif étant que cette collaboration renforce leurs compétences et au profit de ce projet. Et aujourd'hui, la cadre de santé continue le projet sans que moi j'intervienne, ou en cas de besoin, elle fait appel à moi et au moment d'évaluation annuelle. Juste pour faire un petit point, quelles compétences j'ai mobilisées. Donc, ça a été l'expertise et le conseil. Et bien sûr, la clinique. En mobilisant la compétence de recherche, je favorisais l'implantation de l'éducation thérapeutique, notamment en me basant sur les données probantes et les recommandations d'HAS. Le leadership clinique, c'est une compétence qui m'est particulièrement chère parce que je trouve que c'est justement un de nos rôles aujourd'hui, car elle permet d'initier, accompagner le changement de pratique et on travaille vraiment en collaboration. Les cadres, ils ont leur leadership managérial et nous, on aura ce leadership clinique à développer avec eux. Auprès de la cadre, j'ai notamment mobiliser la compétence de collaboration qui a été un atout majeur pour ce projet, mais aussi pour l'implantation de mon rôle IPA dans le service. Pour le médecin, en fait, pour la collaboration, la coordination entre le médecin et moi, ou les IPA en général, elle est faite notamment par le protocole d'organisation. Il est essentiel vraiment que ce protocole soit complété avec le ou les médecins avec lesquels l'infirmière en pratique avancée va travailler. Parce que sinon, ça va être vraiment très, très compliqué de pouvoir vraiment avoir pardon, excusez-moi, j'ai un tout petit souci. Pardon. Ça va être vraiment très, très compliqué de pouvoir mettre en place un protocole d'organisation où les deux parties concernées ne collaborent pas. Dans le cadre de notre association, nous avons travaillé en 2021 à la mise en commun de quelques protocoles existants, en sachant que les premiers IPA psychiatrie santé mentale ont été diplômés en 2020. Et cette proposition de protocole, elle est disponible sur notre site pour les adhérents. Et ça va définir vraiment les modalités de travail ensemble, les modalités des adressages de médecins vers l'IPA, les modalités de retour aussi, c'est hyper important, à quel moment on va décider et pour quelles raisons, et ainsi que les missions de l'IPA. Quelques éléments clés pour parler de cette collaboration.
pour favoriser la collaboration, il semble essentiel de connaître les limites de rôle et le rôle, les limites, mais aussi le rôle de chacun, les représentations des métiers que chacun aura sur le métier de l'autre vont influencer l'articulation au quotidien. En septembre 2022, une publication de Laure Marshall met en lumière une étude qualitative faite auprès des médecins généralistes. Il n'y en a pas encore par rapport aux psychiatres, mais j'espère que ça va venir. Cette étude a mis en évidence l'importance de définir le métier d'IPA pour favoriser son intégration, car les missions et les rôles sont peu connus. Les médecins généralistes sont pour la plupart d'accord pour dire qu'être à deux dans le parcours de soins est plutôt positif, mais que ça demande une réorganisation du travail et ça ramène une complémentarité intéressante. Si l'intervention de l'IPA dans l'éducation thérapeutique, par exemple, semble tout à fait normale à tous les médecins interrogés, la pratique de l'examen clinique a suscité beaucoup plus de questions. Il me semble important de rester vigilant justement à ne pas utiliser les fonctions et les missions d'une IPA, que ce soit sur le côté infirmier en restant sur un côté trop médical, mais également la compétence clinique médicale en restant sur un côté mission infirmier trop important seulement. Quels seront les bénéfices, par exemple, par rapport aux différentes parties prenantes dans l'émission, dans l'action de l'IPA? Nous pouvons, par exemple, pour les patients qui sont concernés par un suivi IPA, ça va être notamment par un accompagnement diversifié avec une amélioration de l'accès aux soins. Et si je prends l'exemple de la pédopsychiatrie, où les délais, vous savez, des réponses à une première demande dans un CMP sont très longs depuis un moment, l'intégration d'une IPA aujourd'hui permet de rajouter un maillon et de fluidifier le parcours en dégageant un peu plus de temps pour le pédopsychiatre pour recevoir de nouveaux patients. Pour les infirmières, le bénéfice, c'est vraiment, je pense qu'on est presque tous d'accord à dire que c'est une évolution des carrières possible qui est reconnue aujourd'hui dans la clinique, ce qui n'était pas forcément possible avant. Bon, je ne vais pas parler du côté financier qui est plutôt en frein aujourd'hui pour que les nouvelles collègues partent en formation. Et par rapport aux médecins, en fait, on va dire que le temps médical, bien sûr, qui peut être envisagé sur d'autres formes et d'autres formes de collaboration sont possibles, qui vont être des atouts, je pense, dans votre quotidien pour vous les médecins. En tout cas, c'est le retour que moi, je peux avoir dans le CMP où je suis. Un petit peu, pour finir, ça va être, je vais vous parler un peu des exemples que nous avons essayé de construire dans notre collège par rapport à des possibilités. Bien sûr, j'ai parlé, on peut travailler dans les CNP, en différentes unités. On trouvera bien sûr des similitudes sur toutes ces fiches de poste, mais il y en a quelques spécificités. Pour le CMP, lieu où une grande majorité d'entre nous exercent aujourd'hui, dans la clinique, nous pouvons trouver des missions comme éviter les ruptures de soins ainsi que le temps supplémentaire dégagé pour les psychiatres, ce que je disais pour acquérir de nouveaux patients. Et comme compétences spécifiques, nous retrouvons la participation à la fluidification du parcours ainsi que le travail de collaboration. Par exemple, en équipe mobile, le plus, ça va être d'éviter le rupture dans le parcours aussi, également, mais aussi répondre à un besoin de santé dans un temps assez court qui favorisera le maintien à domicile et éviter les passages aux urgences. Pour la coordination, on peut retrouver le lien avec la ville, le secteur médical et le secteur médico-social. Ça va être une des missions d'une IPA travaillant en équipe mobile. Les unités de réhabilitation psychosociale, l'accent sera mis sur le suivi pendant les périodes de transition et dans des situations complexes de soins. L'IPA pourra bien sûr aussi participer à des évaluations standardisées et aux soins de réhabilitation en fonction des compétences qu'elle aura développées. En intra-hospitalier, des missions moins développées aujourd'hui, mais qui peuvent être envisagées également, comme dans la clinique, pour assurer le suivi des patients en collaboration avec le psychiatre, ou peut-être conseiller sur les indications et les limitations de recours aux soins sans consentement, accompagner les équipes dans diverses situations de soins complexes par rapport aux soins sans consentement.
dans un processus de raisonnement clinique, pourra aussi avoir un rôle, l'IPA pourra avoir un rôle de leadership auprès d'une équipe de soins en collaboration avec la cadre, mais aussi promouvoir les pratiques alternatives aux pratiques d'isolement-contention et peut-être initier ou développer des pratiques de psychoéducation et ETP. Une chose est sûre, que ce qui favorisera l'implantation d'une IPRA sera une analyse au moment de la conception du poste des besoins auxquels la pratique avancée peut répondre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à réfléchir à quels sont les besoins de cette unité et pourquoi on aura besoin d'accueillir un IPA dans son service. Donc voilà, j'ai essayé de faire rapidement un petit balayage de... Merci, Léla. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est effectivement un axe qu'on porte aussi concernant le changement des pratiques. Transformer les pratiques, c'est aussi se réorganiser collectivement. Donc ça, tu en as pas mal parlé, redéfinir les missions, les places, les rôles de chacun. Donc merci. Merci pour cette intervention très claire. Je vais laisser la parole tout de suite à Alexandra et Florence. Je vous laisse vous présenter, évidemment. Bonjour, donc, moi je suis Alexandra Bouvard, je suis psychiatre au sein d'une équipe de dispositifs d'intervention précoce à l'hôpital Charles-Perrin de Bordeaux, où j'ai la chance de travailler avec Florence. Donc moi je suis Florence Jost, je suis infirmière en pratique avancée en psychiatrie santé mentale, donc pareil au sein de l'équipe mobile de soins intensifs et initiaux MC2 à Charles-Perrin. Donc on va essayer de vous faire une petite présentation à deux voix sur comment on collabore ensemble dans ce cadre-là. Donc peut-être avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel on travaille, parce qu'évidemment, je pense que le contexte clinique va influencer les rôles, la répartition des missions, etc. de chacune. Alors du coup, MC2, c'est une équipe mobile qui est dédiée à la prise en charge des jeunes de 16 à 28 ans qui ont présenté un premier épisode psychotique. En gros, c'est les pathologies émergentes en psychiatrie, donc les futurs troubles chroniques à risque de récidive et les troubles sévères. Donc c'est des pratiques qui reposent, des pratiques de soins du coup qui reposent un peu sur deux grands axes, celui du case management d'une part, qui est très investi par chez nous pour l'instant des équipes infirmières, et puis des approches orientées rétablissement avec encore une fois finalement des nouvelles pratiques aussi qui se développent grâce à cette équipe. Et puis, du coup, un contexte de prise en charge assez intensive avec des cliniques qui sont parfois un peu complexes et difficilement, parfois c'est difficile de statuer sur un diagnostic à cet âge-là. Voilà. Et puis, au plus près des lieux de vie et des besoins des jeunes, on vient à domicile et vraiment on est sur des prises en charge très globales. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là, donc on a un peu plusieurs axes de collaboration. Alors, le premier axe, c'est peut-être le plus facile, alors d'autant plus qu'avec Florence, on travaillait déjà ensemble dans un autre service avant formation d'IPA. Donc, on était déjà habitués, je pense, à travailler sur des prises en charge conjointes. Là, évidemment, ça s'est un peu modifié. On continue à collaborer en binôme pour les situations complexes, avec des rôles, je pense, qui ont aussi évolué dans ces situations en binôme, et on fait aussi les prises en charge en relais. Donc, ce qui me permet, moi, de voir les jeunes et d'introduire un traitement, alors quand c'est possible, au plus vite, on va dire. Et puis, dès que les choses sont un peu stabilisées, qu'ils sont un peu rodés sur le traitement, du coup, je les envoie vers Florence. Et à l'inverse, évidemment, on travaille beaucoup de façon... beaucoup d'allers-retours entre nous deux. Exactement. On profite aussi de ce binôme pour pouvoir travailler sur les prises en charge familiales, parce que de façon générale, c'est quand même pas forcément toujours facile, et en même temps tellement important dans la prise en charge des jeunes adultes. Et de façon générale, Florence a beaucoup travaillé sur la construction des parcours de soins. Pour moi, ça a été aussi très, très aidant d'avoir quelque chose de coordonné, de construit sur le parcours de soins du patient, du jeune adulte, et donc de pouvoir avoir quelqu'un qui coordonne un peu tout ça, et avec aussi le reste de l'équipe. C'est vraiment très, très agréable, et ça
ça fait envisager plein de façons, plein d'autres axes de travail. Après, du coup, il y a aussi un axe pratique probante et recherche. Donc, en fait, on colle un peu à ce que Mirella a présenté tout à l'heure, avec l'idée que, en fait, on travaille beaucoup l'une et l'autre en termes de recherche documentaire et en gros sur une veille scientifique. Et donc, en fait, on organise ensemble la communication auprès de l'équipe sur ce qu'on trouve et puis l'évolution aussi du projet de service à partir de tout ça. On a du coup créé un projet et repensé le projet de service et les parcours des patients en regard de tout ce qu'on a pu travailler en termes de biblio et sur les retours d'expérience qu'on a pu trouver. Et du coup, en fait, ensemble, on a pu créer quelque chose et préparer là maintenant un travail de recherche sur ce parcours. Et voilà, donc du coup, qui se concrétise par une structuration aussi des pratiques, et notamment des pratiques des case managers et des infirmiers autour de consultations d'annonces, de psychoéducation, de la décision médicale partagée, où vraiment, en fait, l'idée, c'est que notre collaboration, elle permet aussi une espèce de cohérence entre tous les membres de l'équipe, parce qu'il y a des outils qui sont créés ensemble pour chaque étape du parcours, à destination aussi des infirmiers. Et donc, ça permet vraiment de proposer des prises en charge très cohérentes. Et puis, je dirais sur la construction aussi alors à la fois sur la veille bibliographique, sur la construction du projet de recherche, et puis également sur l'écriture de projets pour faire un peu grossir notre équipe actuelle. Ce qui est très intéressant, c'est comme on a deux backgrounds un peu différents, on a moins d'angles morts, je dirais, dans ce qui pourrait être intéressant pour le patient, parce qu'on a à la fois quelqu'un qui est issu des sciences infirmières et moi qui est plutôt un parcours de sciences médicales, et de pouvoir un peu grouper les deux, ça permet vraiment. Enfin, quand on parle d'approche holistique, je pense que ça permet vraiment de pouvoir mieux rentrer dans ce cadre-là. Donc, c'est particulièrement important quand en plus on complète ça par des métiers comme les case managers, etc. Pour la suite. Mais c'est vraiment, moi, ça me permet aussi d'appréhender, d'un point de vue de la recherche, d'autres protocoles, d'autres façons aussi sur le soin. Et, voilà. Et moi, d'avoir aussi une structure, de penser aussi un filet de sécurité médicale. Donc, il y a au niveau de la recherche, il y a un vrai intérêt aussi. Et puis en termes cette façon de penser les projets à l'intérieur de filières et finalement, comme pour les patients, ça permet de mettre en place des prises en charge très, très globales, très holistiques. De la même façon, ça permet d'intégrer au niveau institutionnel les projets vraiment dans leur environnement et de travailler à casser les silos dans les parcours, etc. Donc, de vraiment s'adapter à l'environnement. Et puis, du coup, ça repose aussi sur cette construction et cette animation de réseau de partenaires, où on essaye justement de travailler sur des axes de coordination entre ce qu'on fait et ce qui est fait autour de nous, autour toujours de notre projet spécifique pour les jeunes. Et en fait, être à deux sur ce boulot-là, je crois que c'est pas de trop. Non, ça c'est sûr. Alors les leviers, on essaie de réfléchir à ce qui nous permet aussi de bien travailler ensemble. Il y a peut-être encore, je pense, des choses à développer et en particulier pour bien pouvoir positionner toutes les missions du métier d'IPA au sein du service. Je dirais que ça commence à se faire bien, mais aussi au sein de l'institution. Il y a peut-être encore des choses à travailler, mais en tout cas, sur les leviers auxquels on réfléchissait, c'est vrai que le fait qu'on se fasse confiance, bon, déjà, on se connaissait avant, mais de pouvoir vraiment travailler chacun avec son regard en complémentarité, c'est vraiment important. On partage aussi, je pense, des valeurs communes dans le soin, dans le travail en équipe, et ça aussi, c'est important parce que ça va permettre vraiment à chacun de pouvoir travailler de sa place avec les autres. Et c'est pas toujours si simple. Et voilà, et d'avoir une liberté d'action aussi. Oui, c'est-à-dire que l'augmentation de l'autonomie, pour moi, elle nous permet aussi de travailler de façon plus proche. Parce qu'il y a moins d'éléments hiérarchiques entre nous. Et puis après, il y a cette idée aussi que Alexandra, elle s'est intéressée vraiment à ce que c'était
la pratique avancée, qu'elle sait ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et elle sait aussi, elle est très au clair avec la question de la responsabilité. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est aussi très facilitant. Et du coup, aussi, elle sait aussi que moi, je commence, hein, je suis toute neuve et du coup, elle est particulièrement disponible pour moi. Et ça, c'est vrai que c'est très facilitant aussi. Enfin, oui. Voilà, et il y a cette idée aussi que là, c'est peut-être un truc à deux, où toutes les deux, on a ce même regard où finalement on est très centré sur nos objectifs et sur ce qu'on voudrait faire pour notre service, pour nos patients. Et du coup, finalement, ça nous aide beaucoup parfois à nous décentrer et à vraiment se concentrer et construire autour de nos objectifs et pas autour forcément que de nos places, etc. Et de s'adapter vraiment aux besoins à un moment donné du service et des patients. C'est-à-dire que c'est quand même ça le but principal. Voilà. Je crois qu'on est dans les 10 minutes. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention à deux voix. C'est chouette effectivement de constater que c'est aussi c'est créateur aussi d'émulation d'après ce que vous décrivez pour la co-construction de projets qui répondent à la fois aux besoins des personnes concernées, au plus près de leur environnement. On a l'impression que c'est aussi ces collaborations, c'est aussi un levier pour l'institution, enfin dans l'institution en tout cas, pour développer des collaborations, des projets de recherche centrés sur l'évaluation de l'intérêt de ces collaborations, ouvrir aussi sur un travail partenarial. Donc, c'est chouette d'avoir votre retour. Merci beaucoup. Je vais immédiatement laisser la parole à Dorian. Et Dorian, je vais te laisser du coup te présenter aussi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Dorian Rollet, je suis médecin addictologue à l'hôpital Fernand Vidal, PHC sur l'unité d'hospitalisation. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si on voit la présentation, c'est bon? Ouais, on la voit. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de quelques applications qui peuvent être proposées dans un service d'addictologie pour le travail d'IPA. Notamment, donc là, je vais axer la présentation sur la collaboration entre IPA et médecins dans notre service. Alors, en quelques mots, notre service, en fait, c'est un département de psychiatrie et médecine addictologie. Moi, je suis sur la partie addictologie. Il y a 5 unités fonctionnelles et en addicto, il y a en particulier un XAPA, qui est un XAPA orienté produits illicites. La polyclinique de l'hôpital où ont lieu notamment ce qu'on appelle les consultations post-urgence, que je vais présenter par la suite, qui est un dispositif d'accueil et de prise en soin de patients en alcoolologie à la suite d'un passage aux urgences, un hôpital de jour addictologique et une unité d'hospitalisation complète. Donc actuellement, en fait, les IPA, donc on a 2 IPA, ont des missions sur le XAPA et sur la polyclinique, donc plutôt sur de la coordination ambulatoire en fait. Donc ça, je ne vais pas vous représenter le référentiel d'activité IPA parce que ça a été fait tout à l'heure. Alors, sur les missions IPA dans notre service, il y a des missions d'une part de consultation, de formation, de leadership et de recherche. Et donc, sur la consultation, tout d'abord, donc il y a quatre espaces spécifiques. Donc, il y a d'abord un protocole d'organisation des soins de consultation post-hospitalisation, donc qui sert finalement à assurer la continuité des soins et à orienter le parcours de soins à la suite d'une hospitalisation de sevrage, puisqu'en fait, on est une unité d'addictologie où on reçoit beaucoup de patients d'Île-de-France et ils n'ont pas toujours un suivi addicto ou psy mis en place au préalable. On fait pas mal d'hospitalisations d'urgence ou de semi-urgence. Et donc en fait, mettre en place un suivi ambulatoire, et notamment quand on travaille en réseau, ça demande du temps. Donc, c'est assez utile là-dessus. Il y a également donc, la consultation post-urgence que je vais présenter, la consultation de tabacologie.
Donc, il y a à la fois une expertise initiale par l'infirmière en pratique avancée et un suivi tabaco. Et puis, ça, c'est assez nouveau, ça date de mars 2022, un protocole de prescription de Buvidal, de coordination des prescriptions de Buvidal. Donc, le Buvidal, c'est de la buprenorphine injectable. Il y a également un rôle de formation au sein de la PHP, donc le comité local de prévention du tabagisme, et notamment pour la mise en place des lieux de santé sans tabac à l'Université de Paris et puis auprès des patients. Les infirmières en pratique avancée sont aussi pas mal impliquées dans la collégiale. Et enfin, on essaye de développer pas mal d'activités de recherche, donc avec la publication de plusieurs articles et d'autres qui sont en cours. Donc, tout d'abord, sur la consultation post-urgence, c'est un protocole de coopération médecin IPA. Il y a également des IDE qui sont positionnés dessus. L'idée, en fait, c'est de permettre un débrouillage addictologique accéléré à la suite d'un passage aux urgences de groupe hospitalier. Donc, c'est à la suite de passage aux urgences dans les hôpitaux de Lariboisière et Saint-Louis, donc à Paris. En fait, ce qui se passe, c'est que les patients qui consultent pour des motifs alors pas forcément alcoologiques aux urgences, mais qui viennent dans des situations où l'urgentiste identifie un trouble de l'usage lié à l'alcool. En fait, on peut proposer une orientation sur ce dispositif. Et en fait, tous les matins, de 9h30 à 12h30, il y a des consultations qui sont proposées avec ou sans rendez-vous à la polyclinique. Et donc, il y a une prise en charge individuelle, donc un accueil qui est réalisé par les IPA du service, notamment. Et l'idée, c'est en fait de faire un peu un état des lieux et puis de pouvoir orienter et mettre en place un suivi addictologique. Donc pour des patients qui relèveraient plutôt de soins ambulatoires, avec les structures partenaires. Et il y a également des sevrages ambulatoires qui sont réalisés, donc des sevrages en alcool, ambulatoires qui sont réalisés avec des réévaluations quotidiennes ou bi-hebdomadaires. Et puis, il y a également des organisations de projets d'hospitalisation plus ou moins rapidement. C'est des consultations qui durent 1 heure pour la première évaluation et qui ensuite ont lieu toutes les 30 minutes. Et c'est des consultations pour lesquelles il y a une supervision médicale qui est proposée. Des consultations post-hospitalisation, donc ça, c'est des consultations qui permettent la coordination des soins en sortie d'hospitalisation complète. Souvent, on accueille des patients qui ont c'est des sevrages complexes avec des parcours de soins qui sont pas toujours bien structurés. Et donc, souvent, il n'y a pas de suivi addictologique antérieur, des patients qui sont parfois orientés par des médecins généralistes, par les psychiatres du CMP, par des psychiatres libéraux, par des associations du secteur médico-social et ainsi de suite. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir réorienter les patients en maintenant le contact antérieur, par ailleurs, pour permettre finalement d'atteindre les objectifs qui est en fait le maintien généralement d'une abstinence ou d'une consommation contrôlée dans la meilleure situation possible. Donc, ça va être un suivi post-hospi et on organise des relais généralement vers les XAPA de proximité. Souvent, c'est des situations où il va y avoir des explorations somatiques, notamment qui sont inachevées, parce qu'il y a des délais qui excellent la durée de soins, les contrats de soins d'hospitalisation. Donc, notamment tout ce qui va être exploration, par exemple, de troubles cognitifs qui seraient associés à l'alcool. Donc, ça va permettre de programmer des bilans neuropsy, des IRM cérébrales en ambulatoire, des échographies, des fibroscans, etc. L'IPA va pouvoir également renouveler les ordonnances qui ont été faites à la sortie. Et puis, elles peuvent orienter vers d'autres spécialités. Ça peut être des centres neurocognitifs, etc. Voilà. Donc, les consultations de tabacologie, donc ça va être des consultations initiales et des consultations de suivi. Notre IPA ici réalise des spirométries, donc avec une relecture médicale qui permet donc le dépistage des bronchopneumopathies chroniques obstructives. Elle prescrit également des substituts nicotiniques. Et puis, dans le cadre des co-addictions, elle va s'appuyer sur un suivi médical associé. Sur le XAPA, on est en train de mettre en place un protocole de renouvellement de buprenorphine retard injectable
Alors, la buprenorphine, pour rappel, c'est le Subutex, hein, c'est un traitement agoniste des dépendances aux opiacés, ce qu'on appelle communément un traitement substitutif opiacé. Et donc, du coup, c'est des traitements c'est un nouveau type de traitement, donc de buprenorphine, sous forme d'injection, qui peut avoir lieu toutes les semaines, mais en général, c'est tous les mois. Et donc, sur place, là, on fait les prescriptions de Buvidal. Et donc, l'infirmière en pratique avancée, elle va assurer le suivi de ces prescriptions-là. Il va y avoir donc des administrations hebdomadaires puis mensuelles. Et puis, l'infirmière en pratique avancée va pouvoir réaliser un accompagnement de soutien et des entretiens, une approche motivationnelle. Ce début des prises en charge, ça a débuté en mars 2022. Actuellement, on a 19 patients qui ont été inclus, donc 14 dont le traitement est toujours en cours sur le XAPA. Et puis, les patients sont revus sous forme de consultation tous les 15 jours à une fois par mois. En termes de réflexion et de perspective que ça nous apporte dans notre unité, en fait, en addictologie, on a un haut taux de perte de vue chez les patients et patientes. Donc, c'est le cas comme dans les autres services, dans les autres types de soins en santé mentale. Mais c'est vraiment particulièrement le cas parce qu'en addicto, je crois qu'on a 30% de non-venants. Et par ailleurs, on a un temps médical disponible qui est limité avec une raréfaction de la trame de soignants disponibles sur le réseau. Ça permet en fait de recentrer le temps médical sur des problématiques aiguës, mais aussi de favoriser, comme vous l'avez un peu mis en évidence, mis en valeur sur l'intervention précédente, le travail en équipe et la collaboration, et notamment dans les réflexions sur les prises en charge des patients. Ça va permettre donc d'assurer vraiment une continuité des prises en charge, qui est notamment hyper importante quand les patients viennent de débuter une période d'abstinence. Ils ont besoin d'un étayage vraiment de proximité. Ça va fluidifier donc le parcours patient et puis ça va vraiment favoriser le lien avec les structures partenaires. Et donc, ça favorise le travail en réseau et des prises en soins innovantes. Et puis là, en termes de perspective, il est prévu de permettre également un suivi de patients stabilisés par les infirmières en pratique avancée, par exemple des personnes qui seraient abstinentes depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, ou des personnes qui auraient une consommation contrôlée, notamment en alcool, pour permettre en fait un maintien dans le soin et pour prévenir les rechutes et puis favoriser la prise en soin lors de rechutes éventuelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dorian. Alors, on va pouvoir enchaîner en fait sur les questions. Enfin, c'est vrai que ton intervention, ce qui est chouette, c'est qu'il y a cette cohérence. Il y a effectivement un verbatim qui revient, mais de l'expérience commune que vous avez à travailler conjointement entre médecins IPA, la question du travail en réseau, des collaborations, de la possibilité d'intensifier des accompagnements. Alors peut-être à long terme, ça pose la question aussi de l'impact sur le plan médico-économique de ces collaborations. Il y a aussi la question de l'efficience de cet accompagnement, le fait qu'il permet peut-être de coller au plus près de recommandations de bonnes pratiques. Mirella, tu parlais de ces recommandations adossées aux données probantes. Voilà, en tout cas, la question aussi de la possibilité de structurer davantage, fluidifier des parcours de soins. Enfin, je trouve que c'est en tout cas ce qui revient de vos interventions communes. Il y a quelques questions du coup. Alors, il y en a une qui était directement adressée, me semble-t-il, Dorian, sur pourquoi le choix que ce soit l'IPA qui gère le Buvidal et la Tabaco alors que les infirmiers et infirmières le font déjà. Première question. Et après, il y a une autre question pour toi aussi, Dorian, pour le XAPA. Est-ce que vous faites des interventions extérieures chez les partenaires? Est-ce que vous êtes intégré dans les CPTS? Voilà. Donc, peut-être je te laisse à ces questions. Ouais. Alors, du coup, la première question donc, sur le Buvidal, moi, je n'ai pas connaissance qu'il y ait des infirmières qui gèrent des prescriptions de Buvidal sur des structures. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que là, on en est quand même... en fait, c'est un peu les balbutiements, on va dire, de ces programmes de soins. Une des limites identifiées, c'est aussi en termes d'effectifs. Et donc,
Là, l'idée, c'est que l'infirmière, à l'heure actuelle, sur la fiche de poste, l'IPA, elle n'est pas encore positionnée sur un poste IPA, elle est encore sur un poste infirmier par défaut d'effectif. Mais donc, du coup, l'idée, c'est qu'elle soit complètement autonome, en fait, sur le renouvellement du Buvidal. La question, Et ça, la question, c'est sur le suivi. Parce qu'après la prescription, effectivement, elle revient, enfin, il y a cette idée qu'elle puisse revenir à un moment donné aux IPA, mais la question porte sur le suivi de la prise de ce traitement. Voilà, en fait, c'est là-dessus et sur le suivi Tabaco aussi, je pense. Oui, alors sur le suivi Tabaco, effectivement, des IDE, par ailleurs, le font déjà peut-être dans d'autres structures. Nous, ce n'était pas le cas. Et donc, il se trouve que c'est une infirmière formée en tabacologie qui ensuite a fait un parcours de formation en IPA et que du coup, elle a maintenu ces activités-là. Donc, elle va avoir également des rôles. Alors, je ne l'ai pas trop détaillé par manque de temps, mais en fait, elle va aussi coordonner des ateliers thérapeutiques de tabacologie lors des sevrages qui sont proposés aux patients et aux patientes lors des sevrages résidentiels, les spirométries et puis également tout ce qui va être recherche dans ce domaine-là. Donc, vraiment plus sur de la coordination, quoi. D'accord, ok. Et du coup, sur la deuxième question, sur les interventions extérieures avec les partenaires, les CPTS, comme c'est vrai que cette idée de travail en réseau revient beaucoup, mais après, cette question, elle peut aussi s'adresser aux autres. Il y a eu une question à un moment donné à laquelle une réponse a déjà été apportée, mais sur la possibilité en fait, qu'il y ait une communication au sein des instances, aussi dans les établissements pour ces nouvelles compétences. Moi, c'est une question que j'avais aussi de mon côté, que ce soit à l'intérieur des institutions, même à l'extérieur vis-à-vis des partenaires. Est-ce que les uns les autres, vous avez une expérience d'être allés présenter le métier d'IPA comme on le fait un petit peu aujourd'hui finalement, et les compétences métiers, les intérêts de ces collaborations pour les personnes concernées? C'est vrai qu'il y a eu des réponses qui ont été données, en effet, mais je rejoins un peu ce qu'elle disait Marie-Astrid. À CITA, je regardais sur le site des discussions. En fait, oui, la communication, elle est hyper importante dans notre établissement. Nous avons un collège, nous avons des actions régulièrement de communication. L'année dernière, nous avons fait le premier colloque qui était entre GHU, mais c'était aussi ouvert aux autres. Enfin, voilà, d'autres collègues pouvaient participer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion que ce n'est pas encore suffisant parce qu'on se rend compte, même dans nos services, c'est vrai que c'est un nouveau métier et je comprends pour Dorian que ça peut ne pas toujours être facile de dire qu'est-ce qu'elle fait une IPA. Parce qu'en effet, nous avons nos compétences infirmières et il ne faut pas les oublier. On va aller plus loin. En effet, ce n'est pas parce que maintenant nous sommes IPA, moi j'ai ma spécificité éducation thérapeutique, je vais continuer, mais je vais faire autrement. Ce que tu disais un peu, je pense, Dorian, c'est participer à former d'autres collègues, participer à faire des formations différemment en fait. On ira plus loin, mais nos spécificités, on la gardera, sauf qu'il va falloir développer et aller un peu sur d'autres possibilités que ça nous ouvre ce nouveau métier. Mais en effet, ce n'est pas toujours évident. Je pense que pour Florence, c'est un peu pareil au niveau de leur établissement. Je sais qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font pour communiquer. Je la laisserai parler, mais ça se fait un peu partout. Il y a aussi la journée nationale. Divine, elle a parlé des IPA. Il y a eu aussi d'autres manifestations. Après, c'est vrai que c'est tout confondu, tout mention confondue. Et pour la psychiatrie, ça commence de plus en plus. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que nous avons aussi des interventions au CFP, Congrès français des psychiatries. Mais voilà, des fois, il y a des informations, mais on a l'impression quand même que ça reste encore à bien détailler. Bon, il y a une petite question qui vient en sus du CREPSI. Pourquoi un statut d'auxiliaire médical? Je la pose telle qu'elle est écrite. Si quelqu'un a envie d'apporter une réponse. Moi, je ne suis pas la plus sur ça, mais je pense que même en tant qu'infirmière, je crois qu'on est des auxiliaires, quelque chose dans ce sens-là. Mais vraiment, je dirais une bêtise. Je ne sais pas si toi, peut-être, tu peux plus répondre à ça. Mais sur ça, je ne peux pas vraiment vous répondre. Oui, enfin après, c'est pas un statut qu'on a choisi nous, hein. Ça, je pense que vous savez tous. Après, le statut d'auxiliaire médical, je pense que oui, c'est comme ça, en fait, c'est au niveau de la législation que ça se décline comme ça.
Et j'en sais pas plus. Effectivement, en tant qu'infirmière, on est considéré aussi comme auxiliaire, hein, quelque part. Donc, et c'est un peu la suite, hein, voilà. En fait, je crois qu'effectivement, c'était un choix politique un peu au départ, mais c'est aussi parce que la pratique avancée, ça concerne les infirmiers en France pour le moment. Mais il y a aussi l'idée que d'avoir un terme suffisamment général pour pouvoir ouvrir aussi la voie aux pratiques avancées dans d'autres corps qu'on appelle, entre guillemets, paramédicaux, et qui soient tous regroupés sous le terme de auxiliaire médical en pratique avancée. Et du coup, selon, ce sera infirmier ou kiné, ou voilà. Je crois qu'il y avait aussi ce truc-là. Ouais, je partage ce ce que tu terme, dis, effectivement, Florence, ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Et du coup, alors il y a une dernière question et puis après on va mettre peut-être fin à ce webinaire. Une dernière question peut-être pour compléter un peu ton propos à la fin, Dorian, une question sur les moments d'échange, les sujets d'échange avec les IPA. Alors, il me semble que les 2 IPA avec lesquels tu travailles sont des IPA PSM. C'est vrai qu'au début, Mirella, tu citais la possibilité de travailler en psy adulte, pédopsychiatrie et psychiatrie du sujet âgé, mais je comprends qu'il y a aussi l'addictologie. On en parlait aussi dans le cadre de la préparation de ce webinaire. Les moments d'échange, alors tu as parlé de supervision, Dorian, est-ce qu'il y a d'autres façons pour toi d'organiser ta collaboration avec les IPA sur le terrain? Alors, les moments d'échange, en fait, on a beaucoup de réunions de manière générale. Donc, en fait, des moments d'échange à l'échelle institutionnelle, on n'en manque pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des staffs cliniques sur l'Oxapa, enfin propres au XAPA, des staffs qui sont des staffs médico-sociaux sur l'unité d'hospitalisation complète. On a donc en fait, pour ce qui est des patients qui sont suivis sur le XAPA, il y a des temps spécifiques qui sont prévus. Pour ce qui est de l'hospitalisation également, pour des patients qui sont en attente, enfin, qui ont été vus sur par exemple la post-urgence et qui seront en attente d'hospitalisation, c'est pareil. En fait, il y a toutes les semaines, il y a un staff des préadmissions où on rapporte tous les patients qui sont en attente d'hospitalisation avec l'évolution du parcours, etc. Et pour les patients qui sortent d'hospitalisation, en fait, on travaille vraiment en binôme, donc ça va être plutôt de manière informelle au fil de la semaine qu'on suit les situations ensemble. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, je pense que ça apporte une réponse. Je sais, c'est Romain qui pose cette question dans le chat. C'était sur la question aussi de la complémentarité de vos rôles dans la... Ouais. Mais écoute, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Romain dit oui. Ok, tu as répondu à sa question. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et tous, encore une fois, d'être venus aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour assister à ce webinaire. Il est enregistré, donc on le diffusera sur la chaîne YouTube de la JPJA et puis je laisserai à l'Amphipa le soin de diffuser sur les canaux qui sont les vôtres. Un grand merci. Voilà, c'était un temps d'échange très enrichissant pour nous toutes et tous et on espère que ces collaborations auront une longue vie et puis un bel avenir devant elles. Merci encore. Merci Marine. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.